Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet de fond, à savoir est-ce que l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour la boxe est viable? Est-ce que c'est un vrai renouveau pour la boxe ou est-ce que c'est un coup de com'? C'est un sujet que je trouvais intéressant, que je voulais un peu creuser avec vous et surtout, il y a eu une interview très récemment de donc Turki Al-Sheikh, donc qui est le responsable de l'entertainment en Arabie Saoudite et donc plus spécifiquement de Riyadh Season. Donc il a donné une interview à DAZN où il précise un peu les ambitions de l'Arabie Saoudite avec la boxe, lui, son parcours personnel, son ressenti. Je trouve que c'était intéressant de décrypter tout ça. Donc je vous ai sélectionné quelques extraits. J'espère que du coup la vidéo sera pas strikée à cause de ça, mais j'ai un plan B pour la re-upload si jamais il y a une galère. Mais voilà, il y a quelques petits morceaux que j'ai choisis et que je trouvais intéressant de creuser. Et justement, c'est cette question centrale en fait. Est-ce que la stratégie de l'Arabie Saoudite sur la boxe, elle est durable? On va en apprendre un peu plus grâce à ça. Et le premier point que je trouvais intéressant déjà, que j'ai pas forcément mis en extrait parce que la façon qu'il avait d'en parler était plutôt décousue et un peu longue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment identifié les problèmes liés à la boxe. Donc il en parle, le conflit entre les promoteurs, le manque d'envie de prendre des risques du coup, à la fois pour les promoteurs et pour les boxeurs parce que business fragile, parce que c'est difficile de construire une carrière en boxe, on le sait, et souvent le risque avantage-bénéfice était trop faible, donc ça incitait pas à prendre des risques. Le fait qu'il y ait 4 ceintures justement qui complexifie la compréhension pour les spectateurs, le manque de moyens mis dans la promotion, donc c'est pas vrai pour toutes les organisations, mais même s'il y a du mur en ce moment, mais c'est vrai qu'on voit quand même des choses un peu en deçà que permettraient des moyens différents comme le fait l'Arabie Saoudite, et il compare d'ailleurs la promotion de la boxe à ce que fait l'UFC en disant aujourd'hui l'UFC a pris un avantage massif par rapport à la boxe. Je vais un peu revenir là-dessus, mais voilà, parce qu'ils ont mis des gros moyens en promotion, parce qu'ils ont créé un storytelling autour des combattants, et c'est ça qui manque un peu à la boxe aujourd'hui. Donc je vais vous passer le premier extrait déjà où il parle de la boxe par rapport à la vision du pays, mais aussi par rapport à lui. We are coming with new strategy and new idea and new vision with sporting of the vision of 2030 in our country to do and deliver to the market the best fight with good price and make the fight that people want to see it. We've had so much going on, but boxing seems to be number one. Because I'm fans of boxing. I have a lot of health issue in the last 5 years maybe, and this is making me want to do everything and to see it in my life. Please, sir, we don't want any YouTuber fight again. Alors voilà, dans cet extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit clairement que la boxe, ça s'inscrit dans une vision 2030 pour son pays. Et vision 2030, en fait, c'est pas juste un mot jeté en l'air, c'est pas une date random comme ça. En fait, il faut savoir que la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, c'est une vraie stratégie géopolitique d'État qui a été mise en place depuis 2016 pour justement sortir de la rente pétrolière, pour diversifier l'économie du pays avec de nouvelles recettes budgétaires. Donc ça passe par de la privatisation, par les énergies renouvelables sur lesquelles ils essayent d'être un leader aujourd'hui, et bien sûr par le tourisme. Et on peut justement faire le comparatif avec ce qu'a fait le Qatar. D'ailleurs, c'est deux pays qui sont un peu qui se tirent la bourre, parce que deux pays pétroliers, sauf que le pétrole, il n'y en aura pas pour toujours, et que il y a un crash sur les prix, et justement un essor des enjeux d'énergie renouvelable. Et le Qatar, c'est un peu acheté aussi une publicité, typiquement avec le PSG, avec le sport, donc ce qu'on appelle le soft power. Et du coup, la mise en place et le succès de cette vision, elle demande du rayonnement. Et c'est un grand classique pour avoir de l'exposition. Encore une fois, le sport, c'est le médium incontournable et c'est celui qui marche le mieux. Et on voit que l'Arabie Saoudite a commencé à investir très fort dedans. Il y a eu le foot avec les signatures de Ronaldo, etc. Donc le fait d'avoir dopé le championnat. Ils vont avoir les Jeux Olympiques d'hiver en 2029. Il y a l'Expo universelle qui est prévue en 2030 en Arabie Saoudite. Et ils se sont même vus attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Donc même au-delà de cette fameuse date, donc où après il y aura un nouveau plan, j'imagine, qui va continuer dans la continuité. Et donc pour revenir à la boxe et sortir un peu de la géopolitique, la boxe justement elle s'inscrit complètement dans cette stratégie et on va parler de pourquoi la boxe et pourquoi c'est un bon choix, au-delà des apparences et de soi-disant je suis un gros fan de boxe, ce qu'il a tendance à dire.
Et surtout, ce qui est intéressant par contre, donc ça aussi je l'ai pas mis dans l'extrait, mais quand il parle de la stratégie autour de la boxe, pour lui c'est bien une stratégie globale, c'est pas que les combats. Il parle de sortir un jeu vidéo, de sortir des séries, de sortir des films, de sortir des documentaires, notamment un qui va sortir sur les 40 plus grandes légendes de la boxe. Donc voilà, on voit qu'il y a tout un écosystème qu'ils ont réussi à créer autour de ça. Et ce qu'on peut se demander par contre, c'est, et là où on n'a pas de réponse encore, c'est quid de la boxe au-delà de Riyad Season. Est-ce que c'est un truc qu'ils vont faire vraiment dans le temps ? Alors, il parle à un moment donc dans une autre interview, j'en parlerai plus tard, mais de pourquoi pas organiser Bivol Beterbiev. Donc, il rend ça un peu concret, mais on voit qu'il a une deadline dans la tête qui est en juin. Juin, ce sera fini Riyad Season, parce que Riyad Season finit en mars. Donc, on peut se dire que la boxe, c'est plus large que juste Riyad Season. Et à côté de ça, du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il dit aussi que lui porte le projet de cette façon, qu'il a choisi la boxe parce que lui est fan de boxe. Donc il va raconter qu'il aime la boxe depuis tout petit, grâce à Ali, grâce à Tyson, qu'il est fan de Roberto Duran, de Larry Holmes. Alors, objectivement, peut-être que je me trompe, mais j'ai un doute sur le fait qu'il soit vraiment fan de boxe depuis toujours. Mais après, je pense que la boxe, c'est quand même un choix qu'il a fait lui. Et la question que je me pose et ce qui me fait peur, c'est... Après, je pense que c'est une stratégie qui a été élaborée au long cours et donc avec des avals différents, surtout dans un pays comme ça, très structuré. Mais voilà, je me dis, est-ce que la stratégie autour de la boxe pourrait perdurer au-delà de lui, au-delà de son choix personnel d'aller dans cette direction ? Parce qu'il parle de problèmes de santé depuis 5 ans, donc peut-être qu'il a une santé fragile et que si jamais il lui arrive malheur, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là ? Ou est-ce qu'ils vont complètement revoir les investissements ? Je pense que du coup, il faut être rassuré en se disant que la boxe, c'est pas juste une lubie que lui a eue, comme il essaie de le présenter en disant que c'est parce que lui est fan de boxe qu'il allait sur la boxe. Je pense que la boxe, c'est un choix, encore une fois, très stratégique et très réfléchi. Et pourquoi la boxe, c'est intéressant ? Justement, et ça, il le rappelle aussi un moment, que dans les années 70-80, la boxe, au niveau mondial, c'était le sport numéro 1. Aujourd'hui, c'est le 14e sport. Donc c'est un sport qui a été un peu laissé à l'abandon et qui a une grosse marge de progression. Et on le dit, les problèmes, ils ont été hyper identifiés. C'est le manque de collaboration entre les promoteurs, ce qu'il a en train de régler grâce à l'argent, où on voit qu'il a rabiboché Eddie Hearn et Frank Warren. Il parle de ramener Top Rank, de ramener PBC. Donc il a une vraie stratégie par rapport à ça. Il a identifié aussi le problème des 4 ceintures. On voit qu'il est en train de hacker la logique en créant lui-même des champions undisputed. On a vu aussi à une conférence là, donc la conférence Joshua Ngannou, où ils ont créé une espèce de ceinture spéciale et où justement ils vont mettre en place, c'est eux qui ont mis donc le combat undisputed des lourds entre Fury et Usyk et qui vont essayer de faire affronter le gagnant de Joshua Ngannou contre le gagnant de Fury Usyk après les revanches. Donc pareil, ils sont en train d'un peu parasiter ce système qui a été imposé par les fédérations. Ils mettent beaucoup d'argent dans la promo. On a vu toutes les promos qui ont été faits sur les combats en Arabie Saoudite qui sont hyper impressionnantes. Les Fight Week sont hyper cool, hyper suivis. Donc ils sont en train de corriger le tir sur tout ce qui manque à la boxe. Et en fait, la boxe, comme je disais, on se rend compte que c'est un sport qui a une très grosse marge de progression parce qu'il y a une fanbase qui est énorme et qui est désespérée parce que les combats se font pas. Et comme je disais, il a identifié tout ce qui parasitait et il est en train d'essayer de le régler bout à bout. Et surtout, la boxe, c'est intéressant parce que c'est un sport qui n'est pas encore embouteillé en termes de concurrence. Typiquement, ramener le foot en Arabie Saoudite, c'est dur parce que tu fais la compète avec les championnats européens, avec l'Angleterre, et tu peux pas acheter tous les joueurs du monde. Alors que la boxe, c'est un sport qui a quand même une aura et où tu peux ramener les choses dans ton pays. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont allés sur ce sport-là, parce que, encore une fois, c'est un sport qui était numéro 1, qui est aujourd'hui 14e, et qu'il est pour des raisons très spécifiques qu'il arrive à adresser. Et surtout, du coup, c'est facile à débloquer et ça peut régénérer un engouement qui peut rapporter gros via un investissement peut-être un peu moindre et surtout plus facile à réaliser. Et en plus de ça, c'est aussi stratégique parce que la boxe peut bénéficier en parallèle. On dit aujourd'hui que le MMA est en train de bouffer la boxe, mais je pense que c'est des sports qui peuvent s'entre-nourrir l'un l'autre en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un différentiel parce que la boxe, elle la ramasse sur la promotion, sur la gestion, sur la clarté par rapport à MMA. Mais si demain la boxe devient claire, si on a des champions charismatiques, si on a une promotion convenable,
en fait, les gens qui regardent le MMA pourraient avoir envie de regarder aussi la boxe, comme les gens qui regardent la boxe aujourd'hui s'intéressent de plus en plus au MMA. Donc je pense qu'il y a aussi cet effet de levier que peut avoir l'UFC, contrairement à ce qu'on dit toujours que c'est le MMA qui va bouffer la boxe. Non, moi je pense que les deux peuvent cohabiter, et c'est ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place. Donc, comme je le disais, moi je doute quand même que ce soit un vrai fan, et je pense que c'est très réfléchi et très stratégique comme plan. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui s'achète une crédibilité auprès du public boxe. On l'écoute dans une conférence, donc dans la conférence Joshua Ngannou, pareil, il dit qu'il veut voir Ngannou perdre, parce que il veut que ce soit la boxe qui triomphe, qu'il est un peu agacé, qu'un mec du MMA ait mis le bordel là-dedans. Donc voilà, il fait un peu écho à ce que se disent les fans de boxe, donc il est malin. Il dit aussi qu'il veut plus de combats de youtubeurs, donc ça je l'ai mis dans l'extrait. Donc pareil, je pense qu'il a entendu les critiques par rapport à ça. Il annonce de gros combats, ce qu'il dit donc les combats que les gens veulent voir. Il a eu les bons noms dans la tête. Et on sait qu'il est aussi, donc ça je l'ai pas mis non plus, mais il en parle, il est hyper attentif aux réseaux sociaux, il demande d'ailleurs aux gens de donner leur avis, de commenter pour savoir comment s'améliorer. Et ben justement, toutes ces réflexions, on voit qu'elles sont liées aux commentaires qu'il y a eu, donc on voit qu'il les prenne en considération. Et un truc un peu rassurant aussi, c'est que sur Day of Reckoning, on n'a pas vu l'espèce d'énorme concert qui durait 6 plombes, même si la fin de soirée était un peu laborieuse, que c'était un peu long. Ils nous ont pas mis ça en place comme ils ont fait sur le combat Fury Ngannou. Donc je pense qu'ils prennent très fortement en compte l'avis des fans. Et comme je disais, moi, la seule question que j'ai, la seule peur que j'ai, mais encore une fois, je compense en me disant que c'est une stratégie validée au niveau de l'État et pour des raisons, donc que c'est pas que lié à lui qui serait soi-disant fan de boxe, c'est que, s'il est vraiment malade, est-ce que cette stratégie va perdurer après lui ? Parce qu'on voit que ces choix-là, ils sont entre ses mains. Typiquement, Usyk, à l'époque, souvenez-vous, il avait signé avec Skill Challenge, donc qui est une organisation de promotion en Arabie Saoudite, donc pareil, qui a des connexions très fortes avec le roi, etc. Et ils n'avaient pas réussi à faire le combat, en fait. Donc Skill Challenge n'avait pas de pouvoir, ou n'avait pas en tout cas le pouvoir qu'a aujourd'hui Turki Al-Sheikh, donc le responsable entertainment, parce que c'est lui qui a tout mis sur pied. Donc il faut quand même lui rendre ça, c'est que aujourd'hui c'est lui qui a tout ça entre les mains. Si demain il lui arrive quelque chose, sûrement qu'ils mettront quelqu'un à sa place qui sera en charge de continuer sa stratégie et qui nous dira que lui aussi est fan de boxe, etc. Donc c'est un peu ça qui me rassure, c'est de me dire que ce n'est pas lié qu'à un homme, mais c'est, je pense, un choix très réfléchi. Voilà pour la partie stratégie. Donc je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous parce que ça montre qu'il y a vraiment une dimension de fond dans ce choix-là. On va parler d'autres trucs un peu plus classiques, mais notamment le rabibochage justement de Matchroom et de Queensberry qu'il évoque. Donc je vous passe l'extrait. There'll be some fight fans who are more surprised that you were able to get Frank Warren and Eddie Hearn together. There is some problem between them. Mm-hmm. But now there is big and fast and strong train. And they have first class seat. Why doesn't they go inside this train? Alors là, on est plus dans le concret, mais ce qui est intéressant, c'est il explique concrètement qu'il a réussi à remettre les deux sur les mêmes rails, et ça s'inscrit donc dans ce truc de pouvoir organiser les meilleurs combats, et on voit qu'il a un pouvoir énorme, donc le pouvoir de l'argent forcément, mais encore une fois, dans la conférence Joshua Ngannou, tout de suite il dit alors moi, il y a un truc que je veux faire, je veux Eddie contre Frank. Donc je veux les 5 meilleurs de Matchroom contre les 5 meilleurs de Queensberry. Et les deux immédiatement se serrent la main en disant ok, c'est fait, c'est bon. Et donc on voit que les deux, ils sont en mode on a trouvé la boule aux œufs d'or là, il faut pas le lâcher le mec. Et dès qu'il demande un truc, on va le faire quoi. Donc il a ce pouvoir et c'est assez intéressant. Et du coup, il parle derrière de ses projets pour les prochains combats. Ça confirme beaucoup de choses qu'on voyait circuler, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Donc je vous passe cet extrait. The people now, we need to see Artur Bivol, need to see what I want to see. I want to see the result of Artur and Bivol play against Opetaia. Oh, okay. You understand me? So the winner of Bivol Beterbiev to fight Opetaia. Yeah, this is what I hope to have. As a fan and
Artur and Bevel is That's a good one. as a fan. Maybe in some region doesn't have a lot of pay-per-view. I understand this thing, and this is why a lot of promoter doesn't take the risk. This will cost a lot, but we take the risk and we talk with them, okay? And now it is only about the details, but all the two of them, they're okay. We want to see Fury Usyk and the result and the rematch between Fury Usyk, and after that we want to see Tyson Fury against Ngannou. All the people want to see it, and we want to see if Fury win. We want to see him against Joshua. If Joshua win, if Usyk win, maybe we have chance to have the third fight. And even if Usyk win, the people still want to see Tyson against Joshua. One thing we haven't seen yet is some of the big Americans, Gervonta Davis, Shakur Stevenson. I want him, and I send message now from you to Heyman. Let's do job, brother. But Haney, I want to see Haney in my country, and I send message from you now to him. I will try to do it in 24. And David, of course, we want him in my country. Alors du coup, on apprend 3 choses hyper clés. C'est que Bivol Beterbiev, donc c'est bien dans l'UCHIO, il confirme que c'est ok pour les deux. On a eu des échos comme quoi c'était signé côté Bivol, qu'on attendait le résultat entre Beterbiev et Callum Smith, qu'il y avait le mois du Ramadan qui allait entrer en ligne de compte pour Beterbiev. Il a parlé d'une date dans une autre interview pour juin, donc on voit que c'est sur les rails et que c'est pas juste du mytho ou des bruits de couloir. Il le dit concrètement que les deux sont ok et que c'est sur les rails, donc hyper intéressant. Il parle du quatuor entre Ngannou, Joshua, Fury et Usyk. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on voit que Wilder, il est complètement sorti de l'équation. Il en a parlé, ça aussi, il salue la performance de Parker. D'ailleurs, Parker qui rentre pas pour autant dans cette équation-là. Mais il dit que Joshua Wilder, c'était bien ce qui devait se passer, mais que c'est tombé à l'eau à cause de la défaite de Wilder et de l'état physique qu'il a montré. Donc il dit qu'il espère qu'il va se remettre bien. Mais aujourd'hui, on voit que ce qui va se passer, c'est que on a 4 mecs qui sont en lice. Donc il y a Ngannou contre Joshua, où le vainqueur affrontera le vainqueur de Fury Usyk après le rematch qui confirme. Donc on va avoir 2 Fury Usyk. Et ensuite, on aura potentiellement un Joshua contre Fury, donc beaucoup de gens attendent. Peut-être une trilogie Joshua contre Usyk. Il parle aussi de pourquoi pas Ngannou Fury 2. Donc je pense qu'il a une belle palette de combats qu'il peut organiser. Et ce qui est dur par contre, c'est que on peut se demander quand les ceintures vont de nouveau exploser. Est-ce que ça va rester fait avec l'aval des fédérations, ou est-ce que ça va être une espèce de mini-championnat fermé? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'il y a quand même beaucoup de boxeurs méritants qui attendent une chance. Donc à voir comment ils vont arriver à concilier sportivité et enjeu à gros budget. Donc ça, c'est un peu une question. Et ensuite, il parle, pour finir, des Américains, donc qui est la prochaine étape. Donc les boxeurs type Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Devin Haney. Donc ça aussi, on voit que c'est dans ses plans. Il en parle. Il dit qu'il veut les avoir dans son pays. Ça aussi, ce serait super. Après, la seule inquiétude que j'ai quand j'entends cette interview, donc c'est rassurant par rapport au gros combat qu'on va avoir, mais il faut faire attention à ce que ça se fasse pas au détriment de la sportivité, que l'on n'ait pas que les sportifs qui sont hype, qui soient mis en avant et qu'il y ait des opportunités, parce que je pense à d'autres boxeurs, moi typiquement, ceux qui écoutent ce podcast savent qu'un de mes chouchous c'est David Morrell Jr. C'est un boxeur qui est pas encore ultra bankable. Est-ce que ce type de procédé, de logique, c'est pas enterrer complètement des boxeurs de ce genre-là? J'espère pas. Mais à suivre, du coup, à voir ce qu'ils vont faire. Après, j'ai l'impression qu'ils écoutent quand même beaucoup les fans, parce que c'est dans leur intérêt. Donc si les fans poussent pour voir certains combats, je pense que ça peut être fait. Donc voilà, il y aura une importance encore plus grande des communautés box dans ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années à Riyad autour de la boxe. Et donc c'est excitant de voir ce qui va se passer ensuite. C'est cool de se dire qu'on a enfin des gros combats qu'on veut. Il faut juste voir la dynamique qui va s'instaurer derrière, mais je pense qu'on pourrait être en face vraiment d'un gros renouveau pour la boxe et d'une égalité qui commencera à se construire
avec des organisations MMA comme l'UFC, et on pourrait voir les deux écosystèmes cohabiter. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire, et voilà le décryptage de cette interview que j'ai trouvé assez intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous aussi c'est un renouveau pour la boxe, si c'est juste un feu de paille, un coup de com', si on doit s'inquiéter pour la sportivité, la compétitivité réelle de la boxe au-delà des affiches qui ont de l'éclat. Est-ce qu'on va pas se retrouver du coup qu'avec des combats type Gervonta Davis versus Ryan Garcia? Donc là, on est quand même sur des trucs qui sont et sportifs et hype, mais à voir si on risque pas d'avoir des dérives. Donc voilà, très curieux d'avoir votre avis là-dessus aussi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire, à en parler autour de vous. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Antenne Box. Salut.